que l'équilibre s'y maintienne. Et l'arsenic à contamination, là, ça vient de finir. C'est bon? Ouais. Moi j'adore venir ici parce que d'abord le petit travail est magnifique et puis surtout la relation humaine est extraordinaire. Fantastique. Pépito pour Cédric. Descente dans 10 secondes. Pépito, c'est Paul-Henri qui va rentrer en premier. Marc, pardon. Oui, tout à fait. Merci. Il est beau ce coq là. On est neuf, c'est niveau tenue. Il est très beau, je trouve. C'est pas mal. Règle chaussée. Il n'y a que toi qui as ça. Alors, qui va rentrer, c'est Bruce, Mal, Elsa. Le fait qu'il y ait beaucoup de Français, hein, souvent on dit c'est le national. C'est un sport de fou, c'est tellement beau. Tu la regardes jouer là, c'est extraordinaire. Il est quelle heure là? 15h40, je crois. 38. Bienvenue dans Près de chez vous. Tous les jours à 17h, cette émission vous fait découvrir notre région comme vous ne la connaissez sans doute pas. En plateau, nos journalistes échangent avec leurs invités pour porter un autre regard sur la culture, le sport côté vestiaire, l'innovation ou l'environnement ou bien même le patrimoine touristique de notre région. Bonjour Marion. Bonjour Jean-François. Vous allez bien? Très très bien, merci. Alors, près de chez vous, aujourd'hui, sur le bassin de Thau, nous vous proposons d'aller à la rencontre de la famille Tarbourièche, au Mas Montpénèdre. On est ostréiculteur de père en fils depuis plus de 40 ans. Sensible au développement durable, Florent Tarbourièche a tenté d'innover depuis quelques années en développant un système de reproduction de la marée grâce à des moteurs à énergie solaire installés sur les parcs à huîtres. Avant de retrouver donc Marion et ses invités, je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage. On se retrouve en plateau, ici, en direct, dans 4 minutes. On est ici au bord de l'étang de Thau. C'est ici, Florent, que vous élevez des huîtres. Vous êtes accompagné de vos enfants. Ce mas, c'est une histoire de famille. Ouais, j'ai pris la relève de mon père quand il est décédé, j'avais 20 ans. Il avait démarré lui son activité dans les années 60. Et depuis maintenant 5 ou 6 ans, Romain et Florie viennent, je dirais, pour la 3e génération, continuer le développement et toujours à Marseillan, à Montpénèdre, sur notre terre d'origine. Je dirais, mon père a démarré ici, donc on est resté ici. Et vous élevez les huîtres d'une manière assez singulière pour la région. Oui, on a mis au point il y a déjà 6 ans, 7 ans, un procédé un peu innovant. C'est la reproduction de la marée, sauf que ce soit une marée lunaire, comme celle qui est naturellement présente dans les océans. C'est une marée solaire, à vrai dire, ou éolienne, parce que dans les lagunes méditerranéennes, il n'y a pas de marée. C'est bon, tout le monde est prêt pour la visite? Donc là, je vais vous montrer vraiment les premières structures d'élevage où mon grand-père a commencé à travailler. Et après, je vous expliquerai le système de nouvelles structures d'élevage. Quand le moteur tourne dans un sens, vous avez la corde qui est ici, là, qui va s'enrouler autour de la perche et faire sortir les huîtres de l'eau. Et si vous voulez, le soleil va éclaircir la coquille. Donc le côté marron de l'huître, que les huîtres qu'on a l'habitude de voir, va être plutôt blanc chez nous. Et le côté noir va être plutôt rose. Pour alimenter ces moteurs, un panneau photovoltaïque, une armoire électrique, avec à l'intérieur un parc de batteries et un système d'automate qui va nous permettre de piloter à distance le système d'élevage. Un moteur tourne 15 minutes et il fait un tour par minute, donc il consomme très peu d'énergie. Donc là, je vais vous montrer quand moi je les ai reçus. Donc là, c'est comme les enfants, hein. Au début ça pousse très rapidement.
et après ça ralentit. Voilà, d'accord. D'accord, et surtout que là on est dans une période qu'il ne faut pas rater. Il faut vraiment ensemencer dans ces périodes-là parce que vous avez énormément de phytoplancton, de production de phytoplancton et donc vous avez des pousses qui sont très très rapides à ce stade-là. C'est pour ça qu'on vient les mettre dans ces pernettes, dans ces petits triangles bleus qu'on appelle des pernettes. Donc pour faire du pré-grossissement et donc les amener à une taille où on va pouvoir les coller une par une donc sur les cordes qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc ça c'est collé à la main une par une. Cette année on a collé environ 7 millions de bêtes. On commence à partir du mois de novembre jusqu'à février, que l'hiver. À ce stade-là, l'important c'est de les goûter, c'est pas tant de les voir encore sur le filet, quoi. C'est l'homme qui est au cœur d'un système équilibré, naturel, et nous on a un rôle un petit peu de sentinelle. On est là pour protéger notre milieu qui est riche, qui est fragile à la fois. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, sachant que l'activité conchylicole produit de la coquille, produit des algues, il faut inerter tout ça, il faut essayer de le recycler et donner le maximum de valeur à ces déchets-là. Je suis arrivé des États-Unis il y a 4-5 ans, et Florence est amie d'enfance, on a décidé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Melito, créer des pièces d'art à base de la poubelle, on va dire. Voilà. C'est la valorisation de ce qu'on appelle des déchets. Oui, du upcycling, c'est-à-dire prendre un déchet et de le monter à un autre niveau qu'il ait une plus grosse valeur. C'est ça. Là, c'est de l'art, mais des plantes, voilà, on travaille un peu dans toutes les directions. Tout ce qu'on fait quand on raisonne développement, c'est autour des questions centrales du développement durable, sur les 3 piliers bien sûr, qui sont le social, l'environnemental et l'économique. Et donc continuer ce qu'on a commencé et le rendre durable, pour moi c'est une évidence et j'espère que ça continuera comme ça. Et comment continuer à protéger nos étangs pour que l'équilibre s'y maintienne, car c'est bien une question d'équilibre. On en parle avec vous, Claudia Azaïs-Negri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pêcheuse à Marseillan, vous pratiquez la pêche de nuit sur l'étang de Thau, donc on parlera aujourd'hui plus particulièrement de l'étang de Thau et vous nous parlerez de votre expérience du milieu dans lequel vous avez grandi. Oui. À côté de vous, Mathieu Hébert, bonjour. Vous êtes chargé de mission au CEPRALMAR. Votre mission, c'est la qualité des eaux de la mer et des lagunes. Et le CEPRALMAR, c'est une structure qui a 2 missions principales. Alors, le CEPRALMAR, c'est une association de la région Languedoc-Roussillon. Et on a 2 axes de travail, les milieux et les produits. Les milieux, c'est les lagunes, majoritairement, la mer, la qualité, et l'aménagement, tout ce qui est récifs artificiels, etc. Et l'autre volet, c'est les produits, que ce soit la pêche ou l'aquaculture, avec l'ostréiculture, la méthyliculture et d'autres qui se développent en Languedoc-Roussillon. Alors, avant d'entrer dans le détail, arrêtons-nous sur les mots. Étang, lagune, bassin, quel terme faut-il préférer? Quelle différence de sens y a-t-il entre ces mots? Alors, en Languedoc-Roussillon, on parle d'étang. On dit l'étang de l'Or, l'étang de Thau, l'étang de Salsecat. En fait, ce sont des lagunes. Un étang, ça contient des eaux douces. Une lagune, ça reçoit des eaux douces du bassin versant, des territoires périphériques. Et cette eau, elle est mélangée avec l'eau de mer. Donc on a des salinités qui sont parfois plus élevées, parfois moins élevées que celles de la mer. Donc techniquement, c'est des lagunes. C'est-à-dire que pour Thau, par exemple, il faut dire lagune. C'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. C'est ça. Alors l'étang de Thau reçoit les eaux du bassin versant, c'est-à-dire les territoires qui sont autour. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on dit bassin de Thau, on ne parle pas que de la surface de l'étang, mais aussi de tout le bassin, donc toutes les terres qui sont en amont. Et quand on s'intéresse à la qualité de l'eau, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les sources de pollution. Et c'est sur ce bassin versant qu'on va travailler. Qu'on travaille avec des agriculteurs, qu'on travaille avec des collectivités, des villes, sur les sources de pollution. On va surtout travailler sur le bassin versant. Alors les étangs sont des écosystèmes particuliers qui sont définis par un milieu et des espèces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment fonctionne un écosystème et surtout en quoi consiste cet équilibre si particulier qu'il faut maintenir dans ces milieux? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, un étang ça reçoit des eaux douces du bassin versant, des rivières et ça reçoit de l'eau de mer salée avec une salinité de 35 et c'est particulier comme fonctionnement parce que la salinité
va varier au cours de l'année. En automne, on va avoir des eaux moins salées. En été, avec l'évaporation, elles vont devenir plus salées. Donc l'étang sélectionne et exerce une pression sur les animaux et les espèces qui peuvent y vivre. Ça, c'est pour la salinité. Après, c'est un petit volume, un étang, par rapport à la mer. Donc il va avoir tendance à plus chauffer en été. On peut avoir des températures autour de 28-30 dans les étangs et à plus refroidir en hiver. Et la qualité des eaux de la mer dépend de la qualité des eaux de l'étang. Oui, alors en Languedoc-Roussillon, on a une ligne d'étangs. Il y a 22 étangs principaux sur tout le linéaire. Et ça va être la première ligne, ça va être l'endroit où les eaux vont arriver avant d'aller dans la mer. C'est-à-dire tout ce qui est récolté sur le bassin versant, les eaux de pluie, les eaux de rivière, etc., vont arriver et elles vont ralentir, elles vont arriver dans l'étang. Donc toutes les pollutions vont avoir tendance à se déposer et tous les éléments nutritifs vont être consommés dans l'étang. Donc naturellement, l'étang il est plus riche en éléments nutritifs que la mer. Voilà, donc c'est la première ligne. Tous les polluants et toute la nourriture va arriver là avant de passer en mer par les gros. Finalement, il n'y a que quelques petites connexions qu'on appelle les gros. GRAU donc. GRAU. Et quelle nourriture on trouve alors du coup dans ces étangs? Quelles espèces vivantes on trouve, que ce soit végétales ou animales? Alors, ça va dépendre beaucoup de la configuration de l'étang. En fonction de comment il fonctionne, un étang qui va avoir des grosses variations de température et de salinité ne va pas accueillir les mêmes espèces qu'un étang très stable comme celui de Thau, qui fait en moyenne 8-10 mètres de profondeur. Il y a une profondeur maximale à 28 mètres au niveau de la source de la Vise. Il fait 10 km de long, de 7500 hectares. C'est sa particularité par rapport aux autres étangs du Languedoc-Roussillon, c'est que c'est le plus vaste en étendue et le plus profond. Voilà, c'est une petite mer, vraiment. Et donc ces données-là, d'étendue et de profondeur, changent la nature des eaux? Comme elles vont tamponner les variations de conditions de vie des espèces, beaucoup plus d'espèces vont pouvoir se développer. Dans Thau, on trouve 220 espèces d'algues, ce qu'on ne trouvera pas forcément dans les autres lagunes, qui sont plus stressantes. Il y a certaines lagunes où on trouve moins d'une dizaine d'espèces d'algues différentes, par exemple, parce qu'elles sont très sélectives. Claudia, vous pratiquez la pêche. Quelle sorte de poissons on trouve dans l'étang de Thau? Alors tout d'abord, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Oui, je pratique la pêche sur le bassin de Thau. Il y a différentes espèces, comme la principale, c'est la dorade royale. On dit que la dorade, c'est un peu le poisson roi de l'étang. Oui, tout à fait. Et on le reconnaît parce qu'il a un tout petit liseré jaune sur le devant du museau. Voilà, donc la dorade royale, on trouve aussi du loup, qui est un poisson aussi très très fin. Et puis après, il y a énormément de variétés, comme la laisse, le muge. Il y a également des encornés, on trouve des sèches, des anguilles aussi en grande partie. Donc il y a quand même de la sole, du passa, voilà, et j'en oublie certainement pas mal encore. La dorade, c'est le poisson principal qui est pêché. On pêche aussi beaucoup de palourdes. Alors là, on est plus sur le domaine du coquillage. Alors la palourde, oui. En fait, sur le bassin de Thau, on gère 220 licences, donc on a 220 pêcheurs qui sont sur les différentes communes. Ces 220 pêcheurs, on va en compter une moitié qui est également ostréiculteur, donc qui ne pratiquent pas la pêche à temps complet, mais les autres qui sont à temps complet, donc les 110 qui restent, eux vont pratiquer aussi bien la pêche au poisson que la palourde, l'oursin, l'escargot, enfin toutes les autres variétés qu'il peut y avoir, suivant les périodes de l'année. Voilà, parce qu'il y a des périodes de fermeture, par exemple pour l'oursin, et des périodes d'ouverture. Donc ça se pratique en fonction des saisonnalités. Alors on va revenir sur votre activité, bien sûr. Avant, pour la petite histoire, comment sont nés les étangs? Alors, les étangs... Les lagunes, pardon. Les lagunes, précisément, elles sont nées de l'accumulation de sédiments, du sable, qui s'est déposé quand il y a eu un réchauffement climatique, une paire de milliers d'années de nous. Le niveau de la mer a monté et une accumulation de sable, et il y a un cordon dunaire qui s'est créé qu'on appelle le Lido. Voilà, donc on l'appelle le Lido parce que la ville qui se situe sur le Lido, sur la lagune de Venise, s'appelle Lido. D'accord, ça vient de là donc. Voilà, donc les lagunes sont isolées de la mer par ce cordon dunaire qu'on appelle Lido. D'accord, qui est donc apparu avec la montée de la mer qui a entraîné avec elle du sable qui s'est donc déposé
et qui forment ce fameux lit d'eau. Claudia, vous connaissez donc très bien l'étang de Thau, vous le connaissez comme votre poche. Vous dites dans un reportage « J'ai appris à nager avec les méduses, c'est mes copines ». Alors à quel moment êtes-vous devenue pêcheuse ? Alors, à la base, je suis fille de pêcheur conchyliculteur et c'est ce qui m'a donné cette envie de continuer. Je me suis lancée pendant quelques années au transport de passagers pour faire découvrir à nos touristes notre lagune, justement, et tout ce qui était riche dans cette lagune. Bon, pour des raisons un peu particulières, j'ai été obligée d'arrêter. Et du coup, j'ai continué en me lançant dans la pêche, ce que je connaissais, ce qu'on m'avait vraiment fait passer. C'est un métier qui est très très dur, un métier qu'il faut aimer et vraiment ressentir pour pouvoir pratiquer. C'est un métier passion, la plupart du temps, on a un héritage quand même familial assez fort. Oui, tout à fait. Donc je suis dans le milieu de la pêche, pour répondre à votre question, depuis 7 ans environ. Alors ça, c'était pour la reprise. Mais je suis arrivée sur Marcian dans les années 72 et là, j'ai déjà trempé les pieds dans le bassin. Et quand j'ai commencé dans ces années-là, je ne suis jamais sortie. Il paraît qu'il y a beaucoup d'hippocampes dans le bassin de Thau. C'est quelque chose que personnellement j'ai découvert. Vous le confirmez ? Oui. Dans les hippocampes, justement, il nous confirmera, ça prouve bien que l'eau est bien saine. Parce que c'est quelque chose qui est très fragile. On avait étudié ça avec des océanéologues et on s'est rendu compte qu'on en avait très très peu depuis quelques années. Et là, ça revient, c'est formidable et ça se développe à vitesse grand V. C'est un signe donc de bonne santé, de bonne qualité des eaux. Oui, tout à fait. Et vous pratiquez donc la pêche de jour, mais aussi, comme je disais, la pêche de nuit. Et suivant une technique traditionnelle, c'est la pêche à la battue. Vous nous expliquez ? Oui, la pêche à la battue, c'est une pêche qui est adressonielle, c'est-à-dire qu'on travaille dans des parcs à huîtres, on entoure des concessions d'huîtres où on sait que les dorades viennent s'alimenter. Donc on entoure les tables avec des filets. On met un projecteur assez puissant pour un petit peu les effrayer, les éblouir. On tape sur le bord du bateau ou sur le niveau de l'eau. Et ça effraie ces dorades qui viennent sur les pourtours de la table et qui rentrent dans les filets. Et on relève au fur et à mesure ce filet qui fait à peu près 200-250 mètres de long. Et on fait ça toute la nuit. C'est-à-dire qu'on pose le filet, on effraie le poisson, on relève le filet et ainsi de suite sur toute la nuit. Quelle quantité de dorades vous pouvez pêcher en une nuit ? Alors ça, c'est très aléatoire. Il faut savoir qu'un pêcheur, déjà, vous dira jamais sa pêche. C'est très très rare, ou alors il vous ment en principe. Mais pour vous donner une moyenne, il faut savoir que ça peut partir de 5 kilos sur des très très mauvaises nuits, parce que ça arrive, et ça peut aller jusqu'à 80 kilos sur des très très bonnes. Alors on parlait de la qualité des eaux qui donc était bonne sur l'étang de Thau en tout cas, mais la spécificité de ce milieu, c'est qu'il est soumis quand même à des menaces qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent être aussi endogènes. Quelles sont ces menaces ? Je vous pose la question à tous les deux. Vous, dans votre pratique, qu'est-ce qui peut faire que vous ayez une mauvaise pêche ? Une mauvaise pêche, nous, c'est vraiment dépendant de la météo et uniquement de ça, de l'emplacement du poisson dans l'étang, si on n'est pas sur bonne zone. Mais sinon, le danger que je vois, ce n'est pas en rapport à la pêche, c'est par rapport à la pollution. C'est surtout qu'il faut surveiller l'urbanisation, la navigation et qu'il ne se fasse pas n'importe quoi. Mathieu ? Alors sur la qualité des eaux, les menaces, dans les années 80, on s'est rendu compte qu'on apportait trop d'éléments nutritifs. C'est-à-dire ? On ne s'intéressait pas vraiment au devenir de ce qu'on faisait de nos eaux usées, nos eaux de pluie, etc. Et tout arrivait dans les temps et tout s'accumule. Et donc on avait des malaigues. On s'est posé la question parce qu'il y avait des grosses mortalités, c'est-à-dire que... Alors la malaigue, c'est une algue qui se dégrade ? Alors c'est pas une algue, c'est tout ce qui va pousser dans l'étang, les animaux, les algues, les micro-algues vont se développer. Elles consomment de l'oxygène. À un moment qu'il n'y a plus d'oxygène, elles meurent et elles se retrouvent au fond. Et les bactéries qui sont au fond, elles vont consommer ces cadavres, ces déchets, etc. Et elles vont consommer aussi de l'oxygène.
quand il n'y a plus d'oxygène, il y a d'autres bactéries qui sont capables de continuer ce processus de dégradation et elles vont dégager des gaz de soufre. Donc d'une, on se retrouve avec plus d'oxygène pour les animaux qui en consomment, nous, les poissons, ça va, on ne vit pas trop dans la lagune. On va pouvoir le voir d'ailleurs sur le... On a deux schémas qui vont un petit peu résumer tout ça, le manque d'oxygène et la malaygue. Continuez, je vous en prie. Donc voilà, quand il n'y a plus d'oxygène, il y a d'autres bactéries qui viennent consommer la matière et elles dégagent du soufre qui s'avère également être toxique. Donc on se retrouve sans oxygène avec des gaz soufrés et on va voir les eaux qui se colorent en blanc ou en rose et du coup ça va tuer toutes les productions qu'on peut avoir. C'est le schéma qu'on voit là-bas et c'est ce qui fait aussi qu'on a une mauvaise odeur quand il y a une malaygue. Voilà, ça sent l'œuf pourri. Donc ça c'était... Pour les touristes, c'était pas terrible. Et pour les productions de pêche ou de coquillages, toutes les productions étaient décimées en une journée, le temps que la malaygue se déclenche. Alors elle se déclenche ou des côtés, où il y a des algues qui s'accumulent, ou du fond, où il y a surtout des sédiments et des algues qui peuvent s'accumuler. Et donc on a ou une malaygue du fond ou une malaygue de bordure. Et c'est un mécanisme d'épuration du milieu. À un moment, il est trop riche, il sature et il y a une malaygue qui se déclenche. Voilà. Et les risques de malaygue sont multipliés en été, puisque donc ça réchauffe les eaux. Voilà, alors la capacité de l'oxygène à se dissoudre dans l'eau dépend de la température et du vent. Et en été, on se retrouve avec, il y a beaucoup de soleil, les algues poussent très bien. On se retrouve avec beaucoup de production primaire. Et quand il y a pas de vent et des fortes chaleurs, il n'y a pas d'oxygène disponible et ça va déclencher ces mécanismes. Quelles autres menaces on peut recenser? Alors ça, c'était celui qui a été l'eutrophisation. C'est son nom barbare pour dire qu'il y a trop d'éléments nutritifs dans l'eau. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est ce qu'on vient d'expliquer avec son stade extrême, la malaygue. C'était le premier historiquement sur lequel on a travaillé. Il y a eu des gros efforts de fait sur les stations d'épuration, sur les réseaux d'eau usée, les réseaux pluviaux. Pour éviter justement que ces eaux usées atterrissent dans l'étang et dérèglent en fait son fonctionnement. Apportent trop d'éléments nutritifs. Ça, c'est un des aspects des pollutions. Il y a d'autres pollutions qui peuvent être bactériennes. Donc là, on va avoir des fermetures de commercialisation d'huîtres, de baignades, de palourdes, on ne pourra plus pêcher. Et après, il y a depuis quelques années, on se pose la question de tout ce qui est micropolluant, c'est-à-dire les pesticides. Ils arrivent dans la lagune, les produits médicamenteux, le Doliprane, etc. Ça finit dans la lagune. C'est pas des molécules qui sont traitées par les stations d'épuration et elles ont potentiellement un impact sur le milieu. Donc il faut qu'on continue à s'intéresser à l'eutrophisation, les éléments nutritifs, pour arriver à un équilibre. Et puis il faut qu'on s'intéresse à toutes ces molécules sur lesquelles on n'a pas travaillé jusqu'alors. Et continuer les efforts qui ont déjà été entrepris, on va en parler, notamment sur ce bassin versant duquel dépend la qualité de l'eau de la lagune. Claudia, les professionnels de la pêche et de l'ostréiculture, vous parliez tout à l'heure de la menace liée à l'urbanisation par exemple. Ces professionnels ont coutume de dire qu'ils sont un peu les sentinelles de leur milieu. Est-ce que vous reprenez ce propos et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, moi je tiens exactement le même propos puisque depuis bientôt 3 ans, je me suis engagée avec les professionnels de la pêche et j'ai été élue prud'homme. Donc un prud'homme est en place justement pour faire lieu de sentinelle puisque c'est la personne qui est sur place et qui se rend compte jour après jour de ce qui peut évoluer, de ce qui peut aller ou ne pas aller. C'est de l'observation ? C'est beaucoup d'observation, oui. En étant sur le terrain, je pense qu'on est les mieux placés pour se rendre compte de ce qui se passe. Et j'entendais une ostréicultrice qui disait qu'elle était aussi une sentinelle parce qu'elle évitait, par le maintien de cette activité traditionnelle qu'est la pêche et l'ostréiculture, éventuellement une urbanisation trop importante aussi. Mais les ostréiculteurs aussi sont très bien placés puisqu'ils sont également sur place pour se rendre compte des évolutions et de surveiller justement cette urbanisation. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent. Donc moi je vous expliquais, depuis 3 ans presque, je me suis engagée dans la prud'homie. Je suis aussi engagée dans ma municipalité puisque j'ai été conseillère déléguée au port des professionnels. Et pareil, par ce biais, je me rends compte de l'organisation et de l'urbanisme et je peux avoir mon mot à apporter et ça c'est important.
Alors des actions concrètes sont mises en place pour continuer à préserver cet environnement qu'est l'étang de Thau, pour accompagner encore aussi les professionnels de la mer. Des actions mises en place notamment par le syndicat mixte du bassin de Thau, le SMBT, également par le CEPRALMAR. Est-ce que vous pourriez nous parler, Mathieu, de quelques outils, en bien sûr les décryptant, qui ont été mis en place, qui peuvent aider à préserver ce milieu et qui peuvent aussi servir les professionnels? Donc il y a des outils qui ont destination, enfin vocation à gérer l'urbanisme, et il y a des outils qui sont portés par le SMBT également, qui ont vocation à s'intéresser à la qualité des eaux. Alors ces outils peuvent être déclinés sur l'ensemble des lagunes, c'est pas propre à Thau. Surtout l'outil de gestion de l'urbanisme à grande échelle, le SCOT, schéma de cohérence territoriale, a affirmé que le territoire de Thau avait pour vocation première les métiers de l'étang, la conchiliculture, la mytiliculture, la pêche. Donc ça veut dire que dans tous les documents d'urbanisme... C'est une priorité qui a été définie en tout cas. C'est une priorité qui a été définie. Et ça veut dire que dans tout l'aménagement du territoire qu'on va faire, il faut qu'on ait en tête que la priorité de l'étang, la priorité du territoire, c'est l'étang, c'est la qualité de l'étang. Et après, il y a des outils de gestion des eaux. Il y a des normes européennes qui fixent des objectifs, qu'on appelle Directive 4 sur l'eau, DCE. Elles sont déclinées à l'échelle française, donc c'est un peu compliqué. Il y a différents outils. Et il y a un outil de gestion locale qui s'appelle le SAGE. Alors le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Voilà. C'est ça. Et dans le cadre de ce SAGE, alors le SMBT est en train de le réviser en ce moment, c'est-à-dire on se met d'accord sur les règles qu'on s'impose dans la gestion de l'eau sur le territoire. Et il y a un outil parallèle qui s'appelle, souvent c'est des contrats de gestion de milieu, des contrats de milieu, où là c'est des contrats qu'on passe avec des collectivités, des particuliers, etc., sur quels moyens on peut mettre pour atteindre les objectifs qu'on a définis dans le SAGE. Alors tous ces outils de gestion de l'eau vont s'imposer, vont contraindre ce qu'on peut faire aussi sur l'urbanisme. Voilà, donc surtout la priorité c'est l'étang et ses métiers, la qualité, et il y a différents outils réglementaires qui existent. On parlait tout à l'heure de la malague, un outil spécifique pour prévenir la malague a été mis en place, vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors ça, c'est un suivi qui est tenu tous les ans par l'IFREMER, par les professionnels de la conchiliculture, par le SMBT, il me semble aussi, sur des mesures de concentration d'oxygène dans l'eau et de température, au fond et en surface. Il me semble que c'est une fois par semaine ou quand les conditions sont favorables à une malague à fréquence plus régulière. Et ça, c'est pour pouvoir avertir les professionnels qu'il y a des risques de malague et s'il y a un déclenchement, les prévenir. Alors, s'il y a un déclenchement, souvent c'est eux qui sont aux premières loges. Comme on le disait, vous êtes les sentinelles et vous avez les yeux sur l'étang tout le temps. Donc les professionnels participent aussi à ce type de suivi. Est-ce que cet outil de suivi de la malague vous est utile en tant que pêcheuse, Claudia ? Oui, c'est utile parce que ça permet justement de savoir que le poisson qui va être sur zone va se déplacer parce que on a un poisson qui ne va pas rester dans une eau qui n'est pas oxygénée. Donc forcément, il va se déplacer et ça va nous permettre, nous, de déplacer également, de le suivre. Et j'en profite pour finir sur le Parlement de la mer, cette assemblée qui a été mise en place par la région l'année dernière, en juillet 2013, qui œuvre pour la gestion durable des côtes du Languedoc-Roussillon et des ports de la région. Parmi les actions en cours de réalisation cette année, on peut noter le recensement du patrimoine maritime du Languedoc-Roussillon, mais aussi un appel à projet qui a été lancé pour les métiers de la pêche et de l'aquaculture. Je vous renvoie sur le site de la région, larégion.fr, rubrique l'institution, Parlement de la mer, et on va se quitter là-dessus, Jean-François. Merci Marion, merci à vos invités d'avoir participé. Merci Claudia, merci Mathieu. À ce plateau sur l'ostréiculture, une émission que vous pourrez revoir dans vidéo à la demande sur larégion.tv. C'est également valable pour vous, madame et monsieur. Dès ce soir, notre prochain rendez-vous après le petit jeu tourné-ménage, eh bien, ce sera Dominique Laporte, les vins, les cépages du Languedoc-Roussillon. À tout à l'heure.